Mesdames et messieurs, vous pouvez prendre place. Mes chers collègues, merci beaucoup de votre présence à cette occasion de fêter nos étudiants et leur parcours. Mesdames et messieurs les étudiants, mesdames et messieurs les anciens étudiants, mesdames et messieurs les parents, et vous toutes et vous toutes, autorités que le PowerPoint vient de dégrainer pour que nous puissions mettre des visages sur les noms que l'on cite en général au début de nos manifestations et que ceux qui ne se seraient pas trouvés beaux nous excusent. On prend les photos sur Internet. Donc, veillez à votre communication Google si les images ne vous satisfont pas. À tous et à toutes, chers collègues, chères autorités, chers parents, je souhaite la bienvenue non pas à la faculté de droit à Épinal, puisqu'elle est aujourd'hui délocalisée, mais au centre des congrès, que la communauté d'agglomération a mis gracieusement à notre disposition. Je salue naturellement son président, Michel Henrich, et plus particulièrement aujourd'hui son représentant, à qui je transmets nos remerciements pour ce beau cadeau, ce beau geste qu'ils font, je parle de l'équipe de la communauté, tous les ans. Que l'équipe du centre des congrès soit vivement remerciée de son accueil et de son aide, de son inventivité, surtout à la veille d'une autre visite qui la mobilise beaucoup, élyséenne celle-là, dans ces mêmes murs dès demain. Nous avons encore une fois apprécié votre mobilisation. Et nous allons remettre aujourd'hui les licences et les prix à nos étudiants pour la promotion 2017. Mais rien n'aurait pu se faire sans l'équipe administrative d'Épinal. Je pense à Amélie Chevrier, Catherine Moine, Jérôme Bernard, qui ont comme d'habitude accompli un travail titanesque pour préparer un événement qu'il a fallu repousser, car c'est toujours le risque d'avoir un invité de marque. Il doit jongler avec ses obligations. L'essentiel est que vous soyez tous là. Votre présence nombreuse, dont je vous remercie, est un hommage à leur travail. J'y ajoute mes remerciements personnels pour leur loyauté indéfectible. Mais, comme on le fait souvent dans les grands shows, et puisqu'après tout c'est un peu notre cas, nous pourrions peut-être réserver à cette équipe administrative les applaudissements qu'elle mérite. C'est une cérémonie pour les étudiants, mais aussi par les étudiants, et grâce à l'association Alinéa et ses volontaires, vous avez été accueillis, je crois, un peu comme dans une grande maison. Alors, de cette grande maison, nous allons ouvrir la porte à notre invité. Notre invité et eux. C'est un peu une exception dans nos cérémonies, puisqu'une seule femme, jusque-là députée européenne, avait présidé cette cérémonie depuis sa création. Ça n'est pas faute d'avoir lancé des invitations à la gente féminine, mais les réponses positives sont toujours masculines. Notre invitée, revenu pour un jour dans son département, rend visite à cette faculté qu'elle connaît bien pour l'avoir fréquentée. Elle a été ministre de l'enseignement scolaire, de l'environnement, et a occupé d'autres fonctions, et œuvre aujourd'hui en tant qu'ambassadrice de la négociation des pôles arctiques et antarctiques. Elle a donné cet après-midi une conférence intéressante, extrêmement passionnante, avec devant des étudiants qui étaient beaucoup plus attentifs que dans mon cours de droit administratif. En toute simplicité d'ailleurs, accompagnée d'un cabinet très professionnel et très efficace et sympathique dont je veux saluer les membres, elle a bien voulu nous consacrer un peu de son temps pour parrainer cette promotion, mesdames et messieurs, sur une musique d'un chanteur récemment disparu dont elle a indiqué pour lequel elle avait beaucoup de sympathie, et sur le titre qu'elle trouve le plus romantique. Je vous demande d'accueillir Madame Ségolène Royal. Retiens la nuit pour de jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Il est l'heure d'entendre le représentant du président de l'université. Le président de l'université ne pouvait pas être là parmi nous, mais avec beaucoup de malice, et moi je dois dire que j'y trouve un grand plaisir, il a désigné pour leur présenter le directeur du collégium droit, sciences économiques et gestion, droit, économie, gestion d'ailleurs, et je salue la présence d'un de nos amis de l'Institut d'administration des entreprises. Il a désigné le directeur du collégium, qui se trouve être un collègue de promotion de Madame Ségolène Royal, à l'époque où elle a commencé ses études à la faculté, au Centre universitaire d'études politiques.
J'appelle avec beaucoup de plaisir celui qui est le soutien indéfectible de la faculté, le doyen Étienne Criqui. Madame la ministre, monsieur le sénateur, cher Jackie Pierre, madame la représentante du président du conseil régional Grand Est, chère Elisabeth Delgenini, monsieur le vice-président du conseil départemental des Vosges, cher Benoît Jourdain, monsieur le premier adjoint au maire d'Épinal, monsieur le conseiller d'État, cher Daniel Giltard, monsieur le doyen de la faculté de droit, sciences économiques et gestion, cher Fabrice, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, chers étudiants. Le président, comme l'a rappelé le doyen Gartner, le président Pierre Mutsenard, président de l'Université de Lorraine, retenu cet après-midi par d'autres obligations, m'a chargé, en tant que directeur du Collégium droit économie gestion de l'université, de le représenter. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis tout d'abord car cela me donne effectivement le plaisir d'accueillir, de retrouver et de saluer Ségolène Royal, ancien ministre, et comme l'a rappelé Fabrice Gartner, actuellement ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles. Or, comme il a été rappelé, vous avez fait, madame, une partie de vos études à la faculté de droit de Nancy, en fait, en sciences économiques. Personne n'est parfait. Et le QEP, où nous avons été condisciples durant 2 années. Votre présence, qui me réjouit, est donc particulièrement justifiée pour cette cérémonie du tableau d'honneur qui récompense des étudiants spinaliens et vosgiens, plus généralement, inscrits à la faculté de droit, sciences économiques de Nancy. Elle est d'autant plus que, effectivement, vous avez passé une partie de votre enfance et de votre adolescence à Chamagne et que vous avez effectué toutes vos études secondaires au lycée Notre-Dame d'Épinal, auquel je crois vous êtes retourné cet après-midi. Elle l'est plus encore dans la mesure où vous avez été, au début de votre carrière, magistrat administratif, et même un peu plus tard, avocat au barreau de Paris. Vous êtes donc à plusieurs titres ici, chez vous. Je me réjouis aussi d'être là, à vos côtés, pour honorer nos étudiants, les étudiants du Centre d'études juridiques d'Épinal. Vous le savez, j'y suis particulièrement attaché, ayant contribué modestement, avec d'autres, plus prestigieux, je pense au regretté Philippe Séguin, qui était à l'époque évidemment maire d'Épinal et président de l'Assemblée. Je pense aussi, nous le regrettons, à Jean-François Dupré, qui s'était beaucoup investi, à Michel Henrich, actuel maire d'Épinal et président de la communauté d'agglomération. Donc j'ai un peu contribué, en tant que doyen de la faculté de droit de Nancy, à la création de cette antenne, de ce centre, il y a près de 23 ans maintenant. Ce centre que nous appelons maintenant, attaché évidemment à la faculté de droit sciences économiques de Nancy, mais que nous appelons maintenant la faculté de droit à Épinal. Et je voudrais remercier et féliciter ceux qui se sont investis depuis cette époque. Tout d'abord, Geneviève Tillemans, ici présente, qui était la première directrice du Centre d'études juridiques d'Épinal, et ensuite mon ami le professeur Fabrice Gartner, aujourd'hui doyen de la faculté, mais qui depuis plus de 20 ans a fait de ce centre, en collaboration notamment avec la ville et l'agglomération d'Épinal, une réussite tout à fait exemplaire. Croyez bien que l'Université de Lorraine, que je représente aujourd'hui, est très fière de son pôle spinalien et en particulier de sa faculté de droit à Épinal. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, nous allons procéder maintenant à l'appel du rôle des diplômés de licence de la promotion 2017. Et pour procéder à la remise des diplômes, quelques indications techniques. Les étudiants qui vont venir recevoir leur licence sont invités à se positionner exactement sur la petite croix noire qui est au centre de la scène, de sorte qu'une photographie puisse être faite, puisque nous allons procéder à la remise de la licence avec évidemment notre invitée, Madame Ségolène Royal, Madame le vice-doyen Pascal Etienneau, directrice de la licence, qui procédera à la remise avec nous. Et bien entendu, pour faire l'appel du rôle, c'est Amélie Chevrier qui va œuvrer. Elle en éprouve un plaisir qu'on ne soupçonne pas, hein, on le sent tout de suite. Et elle nous rejoint, merci Amélie, pour appeler nos étudiants pour recevoir leur diplôme. Tout d'abord, les étudiants du parcours public. Marie-Charlotte Dampierre-Tibéry. Vincent Didelot. Nicolas Sellos. Pour le parcours droit de l'entreprise, Mélanie Chastagnier. Merci. Quentin Colombier. Anthony Conti. Lise Ferrand. Paola Gardia. Valentine Janot.
Cheryl Lambert. Jérémy Martins. Nicolas Pierre. Valentine Plateau. Laura Roussel. Marine Valdener. Pour le parcours droit privé et sciences criminelles, Madeleine Brice. Manon Collin. Nancy Didier. Clara Ferry. Ludivine Fève. Pauline François. Ophélie Gillet. Laetitia Heyer.
Leïla Kalfaoui Djellal. Charlène Pérez. Chloé Poirot. Manon Poirot. Morgane Richard. Camille Chébel. Colline Tavella. Venenzio Viac. Et pour terminer, Mathilde Vattiez. Je vais demander aux étudiants avant qu'ils ne descendent de l'estrade de passer derrière, ou là, par là. Ils vont recevoir en cadeau un livre que Madame Royal a souhaité, son livre qu'elle leur offre. Et elle est venue avec une énorme caisse de livres pour dire tiens, je les offre aux étudiants. Donc ils gagnent ce petit livre sur la justice climatique. Merci beaucoup, Madame Royal. D'accord. Ah oui, j'ai conducteur. Tiens, merci. Ah non, il y a d'abord un discours avant. 5 minutes. Avant, dans quelques minutes, de soumettre notre invité à l'épreuve du quiz photo, je voudrais appeler M. Patrick Nardin, premier adjoint au maire, représentant le maire Michel Henrich et le président du pôle métropolitain Sillon-Lorrain, l'invite à la tribune pour prononcer les mots traditionnels de la ville d'Épinal et de la communauté d'agglomération.
Madame l'ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le représentant du président de l'Université de Lorraine, Monsieur le doyen de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy, Mesdames, Messieurs les enseignants et personnels de l'université, Mesdames, Messieurs les étudiants, Mesdames, Messieurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Michel Henrich, président de la communauté d'agglomération d'Épinal et maire de cette ville, qui est actuellement en déplacement à Strasbourg dans le cadre d'une conférence prévue de longue date sur l'action publique. Et qui ne peut bien sûr pas être présent aujourd'hui. Il m'a chargé de le représenter et c'est donc en son nom que je m'adresse à vous ce soir. Et puis je vous prie également de bien vouloir excuser Jean-Luc Boll, avec qui j'étais ce matin, qui est le président du Sillon Lorrain, qui est actuellement retenu sur Metz et qui ne peut donc être parmi nous ce soir. C'est pour ma part un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Centre des Congrès d'Épinal à l'occasion de cette 17e cérémonie du tableau d'honneur des formations juridiques dispensées à Épinal, issues de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy. À tous, et particulièrement à vous, Madame le Ministre, je souhaite dès à présent une très chaleureuse bienvenue à Épinal, au cœur des Vosges, un territoire que vous connaissez bien puisque vous y avez grandi et étudié. Épinal, vous le savez, berceau de l'image et du numérique, est un territoire également connu et reconnu pour sa filière bois et notamment par sa Green Valley, c'est une grappe d'entreprises dédiée au bois et à l'éco-construction, qui est l'aboutissement d'une reconversion économique s'appuyant sur des atouts et des richesses du territoire. Et si l'image est dans l'ADN de la ville d'Épinal, le bois, qui est une ressource clé particulièrement présente sur notre territoire, s'impose comme le départ à de nouveaux marchés et représente une fantastique promesse de créativité. La constitution de ce pôle sur le territoire s'appuie sur cette ressource naturelle tout en misant sur la recherche, la formation et le transfert des technologies. La communauté d'agglomération d'Épinal a su engendrer sur ce marché une spirale de démarches innovantes faisant de son territoire une zone d'expérimentation. Vous vous souviendrez d'ailleurs, Madame l'ambassadrice, que c'est pour saluer ces démarches que vous avez remis en 2014, alors que vous étiez ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le Grand Prix Entreprise et Environnement. Je crois que c'était la catégorie économie circulaire. À Yves Bailly, qui est le président directeur général de Norcoscope, leader européen de fabrication de papier journal, une entreprise installée sur notre territoire, et à Michel Henrich, notre maire, à l'occasion du salon Polytech de Lyon. Une distinction récompensant les entreprises ayant à leur actif des réalisations remarquables dans les domaines de l'environnement, de la biodiversité et du développement durable. Et au fil des ans, notre ville est devenue un véritable écosystème dans lequel les collectivités, les secteurs du privé, de la recherche et universitaire travaillent en synergie. Madame l'ambassadrice, soyez d'abord remerciée de l'honneur que vous nous faites ce soir de par votre présence à Épinal et croyez bien que nous en sommes extrêmement honorés. Cet après-midi, vous avez proposé aux étudiants une conférence sur le thème de la justice climatique qui a été très appréciée d'après ce que l'on m'a rapporté. Votre connaissance parfaite des enjeux environnementaux ne pouvait qu'aider tout à chacun à une meilleure compréhension de ce monde complexe qui nous entoure et des enjeux environnementaux avec lesquels nous devons composer. Et votre éclairage sur la question, et cela important, et cette intervention fera date parmi les grands moments d'échange qui ont pu être organisés ici à Épinal. Et je voudrais d'emblée rassurer l'ambassadrice des pôles que vous êtes et la ministre de l'écologie que vous avez été. La lutte contre le réchauffement climatique ici sur notre territoire est l'une de nos préoccupations majeures. Elle s'exprime de façon transversale à travers de nombreuses actions que nous menons à l'échelle de la communauté d'agglomération en conformité avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale afin de réduire significativement l'empreinte carbone. Notre territoire a d'ailleurs pris 5 ans d'avance par rapport aux objectifs de transition énergétique pour 2020, puisqu'en 2015, 23% de l'énergie consommée au niveau du SCOT des Vosges centrales était fournie par les énergies renouvelables et de récupération. L'objectif d'autonomie énergétique à l'horizon 2050 a donc été inscrit
dans le projet de ce territoire, et le projet du SCOT, actuellement en cours de révision, en a fait d'ailleurs son cheval de bataille en traduisant cet objectif de façon transversale dans l'ensemble de ses recommandations. De nombreuses actions engagées par la communauté d'agglomération en faveur de la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ont permis au territoire d'être désigné lauréat TEPCV par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer en 2015. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous remercier, Madame la Ministre, car c'est grâce aux actions fortes que vous avez menées et à la politique que vous avez conduite à la tête de ce ministère que notre territoire a pu bénéficier de financement et a pu obtenir cette reconnaissance dont nous sommes particulièrement fiers. Mais je souhaiterais désormais revenir sur ce pourquoi nous sommes réunis ce soir, à savoir récompenser les étudiants pour leur remarquable travail au sein de la faculté de droit sur Épinal. Parce que étudier à Épinal, au cœur d'une agglomération de 116 300 habitants et désormais 78 communes, Épinal s'affirme de plus en plus comme un pôle universitaire majeur, dont l'essor ne cesse de grandir au fil des ans. La ville d'Épinal est très fière d'accueillir sur son territoire plus de 3000 étudiants, dont 340 inscrits au centre d'études juridiques. Étudier à Épinal, c'est d'abord bénéficier d'une offre de formation diversifiée en droit, mais aussi en gestion, commerce, management, sciences, sport, ou encore beaux-arts et métiers du bois, sans oublier toutes les formations post-bac dans nos lycées. Étudier à Épinal, c'est aussi étudier dans de bonnes conditions, dans une ville à échelle humaine où proximité rime avec qualité. Pour nous, le bon déroulement des études, l'intégration des étudiants dans la vie de les cités est un point primordial. Et c'est dans ce cadre que nous avons voulu la création de l'Association de gestion des services universitaires, l'AXU, une association qui accomplit un remarquable travail sous la présidence du doyen Fabrice Gartner, une association que nous sommes fiers de soutenir dans ses multiples actions en faveur des étudiants. Hébergée dans la maison de l'étudiant et construite selon un modèle unique en France, elle joue un rôle essentiel de facilitateur du quotidien pour les jeunes et d'animateur de la vie étudiante. Et afin de soutenir les actions de promotion portées par les responsables d'établissements et d'écoles de l'enseignement supérieur, nous avons créé IPOLSUP, le pôle d'enseignement supérieur d'Épinal, également présidé par Fabrice Gartner. Étudier à Épinal, c'est aussi bénéficier d'une bonne insertion professionnelle pour les jeunes diplômés, car nous parions sur l'alternance, nous accordons une importance toute particulière au rapprochement des entreprises et des étudiants. Nous avons pour cela mis en place les rencontres étudiants-entreprises, qui sont pour certains jeunes l'occasion d'établir un premier contact avec le monde du travail et de mieux cerner les attentes du monde entrepreneurial. Étudier à Épinal, c'est enfin bénéficier de l'égalité des chances, notamment par la mise en place d'un tarif commun pour chaque niveau de formation proposé par l'Université de Lorraine, et ce, quelle que soit sa situation sociale ou géographique, mais aussi et surtout par le regroupement sur nos territoires des infrastructures dispensant l'enseignement supérieur et la proximité de ces dernières. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, notre volonté de faire d'Épinal une ville étudiante, à taille humaine, s'inscrit dans le cadre de notre action en faveur de l'attractivité de notre territoire, déjà connu et reconnu pour l'excellence de ses filières bois et images. Et si Épinal peut aujourd'hui s'affirmer comme un tel pôle structurant d'enseignement supérieur, c'est aussi grâce à la qualité du partenariat que nous avons noué avec l'Université de Lorraine, dont nous sommes particulièrement reconnaissants. Monsieur le représentant du président de l'université, ce partenariat, basé notamment sur des relations de confiance tissées au fil des ans, a permis et permet toujours aux jeunes de ce département d'accéder à des formations supérieures d'excellence, et ce, dans un environnement global favorable aux études. Et les résultats des étudiants que nous honorons aujourd'hui en témoignent, et je suis persuadé que sans cette présence universitaire, un nombre conséquent d'entre eux n'aurait pas accédé à ce niveau de formation. Et c'est d'ailleurs à cet effet que le Centre d'études juridiques d'Épinal a été construit en 1995, vous l'avez rappelé, à l'initiative de la ville, à l'initiative du maire d'Épinal de l'époque, Philippe Seguin. Cet équipement a été repris sous la coupe de l'agglomération lorsque celle-ci a pris la compétence enseignement supérieur. Monsieur le doyen, parce que l'occasion m'en est donnée aujourd'hui,
il était important pour moi de vous faire part de toute notre reconnaissance face à votre capacité et celle de l'ensemble de votre équipe pédagogique et administrative à conduire tous ces étudiants au succès. Par ailleurs, je tiens également à vous assurer de toute notre gratitude à l'égard de votre engagement personnel depuis plusieurs années qui, de par sa pugnacité, a fortement contribué à donner un essor tout particulier à l'enseignement supérieur à Épinal. Mesdames, Messieurs les étudiants, nous partageons aujourd'hui la satisfaction de participer à cette cérémonie solennelle importante, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Nous allons récompenser certains d'entre vous pour le brillant parcours qui s'achève, un cycle de votre cursus universitaire, et ce, au prix d'efforts soutenus dont vous pouvez être fiers. Ainsi, la cérémonie du tableau d'honneur représente un moment marquant dans votre vie d'étudiant. En un sens, elle constitue aussi un passage déterminant dans votre parcours de vie. Et ce, d'autant plus que les diplômes qui vont vous être remis constituent aussi un précieux sésame pour donner une nouvelle impulsion à votre parcours universitaire ou pour justifier des compétences acquises auprès d'un employeur. À Épinal, cette cérémonie riche en émotions a toujours été source de moments marquants pour la mémoire de la ville. Et au fil des ans, elle a pris une ampleur croissante et s'affirme comme un événement attendu chaque année, cela grâce à la qualité, bien sûr, des étudiants récompensés, aux interventions hautes en couleur de Monsieur le doyen et bien sûr à la présence d'un invité de marque chaque année, pour en citer quelques-uns, Philippe Seguin, comme premier président de la Cour des comptes, Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, ancien Premier ministre et actuellement président du Conseil constitutionnel, et aujourd'hui, Madame Ségolène Royal, ancienne ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat et actuellement ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques, qui nous a fait l'honneur d'être présente à nos côtés ce soir. Monsieur le doyen, je sais que l'Assemblée attend votre intervention avec une grande impatience, alors permettez-moi à présent de vous laisser conduire cette cérémonie avec tout le brio qui vous caractérise. Chaque fois que je passe devant, Amélie me souffle ce que je dois faire pour vérifier que je n'ai pas complètement mélangé. Donc, elle me dit « quiz ». Bon, donc c'est... passe au quiz. Mesdames et messieurs, nous allons soumettre maintenant notre invité du jour à l'épreuve traditionnelle de cette manifestation. Je vais l'inviter à me rejoindre à la tribune. Alors, sur l'écran qui est là-bas pour nous, apparaît une première photographie. Le jeu consiste à essayer de deviner, non pas de qui il s'agit, parce que là, on voit quand même, mais de trouver le lieu et, si possible, l'époque, avec plus ou moins de précision. Oui, vous en avez fait des recherches. Je suis très impressionnée. Alors, c'est une photo qui a été prise aux Francopholies de La Rochelle. J'étais présidente de cette magnifique région qui avait donc créé ce festival de musique et qui est en présence de la présidente de région, c'est c'est Johnny. Ah, c'est Johnny. Yeah, oui. Voilà, qui était très fidèle de ces Francopholies. Réponse Très exacte, émouvant. Francophonie 2015. Voilà, un bon souvenir. Alors, il paraît que vous avez déclaré dans un grand quotidien, enfin dans un grand hebdomadaire, que vous aviez une sympathie particulière pour Johnny Hallyday. Vous trouviez que c'était un artiste intéressant. Ah oui. C'est pour ça qu'on vous a passé tout à l'heure Retiens la nuit, parce que c'était... Voilà. Alors, autre photographie. On s'en est beaucoup moqué, pourtant je suis très fière de cet événement. C'était juste après 2007, juste après la campagne de 2007, où voilà, on avait rassemblé au Zénith encore 5000 personnes. C'est rare, après une campagne, d'habitude tout le monde disparaît. Donc c'était en 2008, j'imagine. Oui, 2009, bon, c'était après la campagne des présidentielles, voilà, au Zénith de Paris. Oui, au oui, Zénith tout à de fait. Paris, Voilà. et c'était une fête de la fraternité. Voilà.
et emporté par la foule, comme quelqu'un d'autre. Comme aurait dit J'ai Edith dit Piaf. plusieurs fois fraternité. Ça a tourné sur toutes les radios, fraternité, fraternité, comme si j'étais devenue un peu illuminée. Un petit peu. Et voilà, mais je crois que la fraternité est quand même une très belle valeur. Absolument. Autre photo. Autre photo, celle prise pendant la conférence de Paris sur le climat, alors que c'est la cérémonie d'accueil des chefs d'État. Et Barack Obama donc, arrive, donc j'ai l'honneur de le saluer avec les autres personnalités. Et ce qui est très important à se souvenir, c'est que s'il y a eu un accord sur le climat et si la conférence de Paris a pu se tenir, je crois qu'on le doit beaucoup à Barack Obama, parce que son successeur est devenu climato-sceptique. Et surtout, après les terribles attentats du mois de novembre qui ont juste précédé la conférence de Paris, et les États-Unis d'Amérique auraient pu dire non, la sécurité n'est pas garantie en France, on ne vient pas. Et c'est Barack Obama, le premier des chefs d'État, qui a dit si, précisément, compte tenu de ce qui vient d'arriver, nous irons à Paris et nous irons doublement déterminés. Et ça, je crois qu'il faut s'en souvenir parce qu'il nous a aidés à écrire l'histoire. Suivante. Ah, alors est-ce que vous avez retrouvé Ça, c'est une émission de télévision, Oui. non? Vous avez tenté une manœuvre. Ah là. oui, oui. J'ai essayé de semer un journaliste. Voilà. Oui. Et donc, La ruse, oui. Lors de la COP22, oui. Voilà. Vous avez indiqué un beau tableau à regarder, le journaliste s'est retourné et vous avez disparu. Ça, c'est avec François Mitterrand. Je viens d'être élu député des Deux-Sèvres. Nous sommes dans le Marais Poitevin. C'était un premier grand acte de protection de l'écologie et de l'environnement, puisque l'autoroute devait traverser le Marais Poitevin. Alors, ça a été un de mes combats d'empêcher l'autoroute d'abîmer et de détruire le Marais Poitevin. Et ensuite, ce marais, d'ailleurs, a été inscrit grand site de France et des grands travaux de restauration, tout en finesse, du marais ont été lancés, notamment le désenvasement et la réhabilitation du patrimoine rural. Et voilà, c'était encore une bonne réponse. Événement beaucoup plus triste, mais la vie est faite aussi de ces événements-là. Ça, c'était... Ah oui, c'était lors des manifestations à la suite des attentats à Charlie Hebdo. Oui, tout à fait. Alors, une plus amusante, sans doute. Ah oui. Plus souriante, on va dire. Amusante, n'exagérons rien. Ah, souriante. C'est l'accueil du pape à Strasbourg, quand il était venu en visite officielle. Voilà, un moment très fort aussi. Et là, Là, c'est le lancement de la voiture électrique. J'avais 10 ans d'avance, malheureusement, parce que cette petite voiture n'a pas survécu. Voilà, et c'était une petite voiture pourtant magnifique. Si c'était aujourd'hui, je pense que voilà, cette entreprise fonctionnerait, puisque depuis, il y a eu la COP21, la loi de transition énergétique, l'encouragement au transport propre. Voilà, c'est une PME, Liège. Alors, il y a les bus électriques qui continuent, donc j'invite tous les élus à acheter les bus électriques, puisque ce bassin d'emploi, heureusement, a gardé les bus électriques, mais la petite voiture électrique qui avait été le résultat d'un appel à projet, voilà, et n'a pas subsisté, mais elle reste quand même à travers d'autres marques qui se sont développées, un premier jalon du transport propre. voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de la Merci photographie. beaucoup, Merci à vous, vous avez Très bien. une excellente note. Toutes les années ont leur lot d'événements tristes et il fallait bien qu'aujourd'hui nous rendions hommage à une collègue que nous avons perdue pendant cette année universitaire. Nathalie Levengood-Defens, qui était une grande amie de la faculté à Épinal et qui s'y était très fortement investie lors de l'ouverture de la 3e année à partir de 2011, nous a quittés. C'était au mois de juillet l'année dernière, après un combat long et courageux contre la maladie. Et nous avons tous une pensée constante pour Nathalie, qui nous manque infiniment. Son sourire, son rire, sa tonicité, son style décapant dans le cadre de ses enseignements, autant que dans le cadre de ses relations avec les collègues, nous manque infiniment. Et traditionnellement, lors de cette manifestation, au lieu de
donner ou de respecter une minute de silence. Vous savez qu'à la faculté, l'université n'aimant pas le silence et ne se taisant jamais, nous préférons honorer nos collègues disparus par une minute d'applaudissement. Et nous allons maintenant procéder à la remise des prix, à laquelle Nathalie avait d'ailleurs participé l'année dernière, au mois de janvier, alors qu'elle était très, très fatiguée déjà, mais elle avait tenu à être avec nous, alors on pense d'autant plus à elle. La remise des prix va commencer avec la remise du prix du meilleur étudiant de master ayant obtenu sa licence à Épinal, qui est le prix Dominique Dupré, alors du prix Jean-François Dupré. Je vais appeler son fils Dominique Dupré à me rejoindre sur scène. Jean-François Dupré fut un adjoint au maire d'Épinal qui a disparu en 1997 et qui avait été, avec Philippe Séguin, un grand artisan de la création de la faculté à Épinal. Bonsoir Dominique. Merci. Et j'appelle pour recevoir le prix une grande habituée de la remise des prix dans cette maison, Madame Mélodie Pelletier-Henry. Notre étudiante va maintenant subir l'épreuve des lauréats, à savoir le discours, avec toujours un cahier des charges épouvantable. Soyez aussi drôles que possible et spirituels, c'est toujours ce qu'on leur dit. Alors après, évidemment, ils y arrivent, mais une bonne salle d'encouragement parce que l'exercice est difficile pour un étudiant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse d'avoir reçu le prix Jean-François Dupré aujourd'hui. Mais comme vous le savez, un bonheur n'arrive jamais seul. Ce prix a la particularité d'illustrer la fameuse théorie du double effet qui se coule. Après la douceur et le plaisir d'être récompensé pour de longues années de travail, arrive la sensation plus piquante, je dirais même glaçante, provoquée par le discours d'usage. Mais c'est avant tout un grand honneur pour moi d'être ici et d'avoir la confiance de Monsieur le Doyen pour partager ce moment avec vous. Je vous avoue que si quelqu'un m'avait dit, le jour de l'obtention du bac, que 5 ans et demi plus tard je me retrouverais dans cette situation, je lui aurais certainement dit d'aller voir un psychologue. Le droit et moi, c'était loin, mais vraiment très loin d'être une évidence. Comme la plupart des bacheliers, je n'avais strictement aucune idée du sens que j'allais donner à ma vie professionnelle. J'avais seulement une certitude, ce sera tout, sauf du droit. Évidemment fidèle à mes engagements et très fixe dans mes choix d'études, c'est de manière purement logique et sans surprise qu'en septembre 2012, je me suis retrouvée inscrite à la fac de droit d'Épinal. Mais pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Stratégie territoriale, bien sûr. À défaut de savoir quoi faire, autant faire une année universitaire dans une fac pas trop loin de chez ses parents. C'est tellement plus confortable. Et puis, le temps pressait. Arrivé fin août, j'étais toujours inscrite nulle part. Il fallait donc faire un choix et trouver une solution. Quelle horrible surprise quand j'ai su que cette solution allait s'appeler soit Centre d'études juridiques, soit STAPS. Comment choisir entre deux matières aussi ignobles ? Autant vous dire que tout à coup, le droit me paraissait bien moins pire que le sport. À ce moment, j'avais posé un pied dans l'univers du droit et j'étais à des années-lumière de m'imaginer jusqu'où cela allait me mener. Et dire qu'au départ, ce n'était que pour un an. Ce soir, j'ai donc décidé de m'affranchir des codes du juriste, pas de plan en 2 parties, de tomber le masque pour vous raconter mon expérience et vous livrer quelques conseils pour savoir comment survivre en milieu juridique hostile.
Chers étudiants spinaliens, chers juristes en devenir, laissez-moi d'abord vous confier un terrible secret et vous mettre en garde. Le droit est un virus hautement contagieux. La première immersion fut totalement déstabilisante. Vous voilà arrivé sur une autre planète, plongé au milieu d'extraterrestres au langage incompréhensible, armé de surligneurs et de codes remplis de post-it colorés, et surtout pratiquant le culte du binaire. Comme si cela n'était pas suffisamment angoissant, leur chef, plus connu sous le nom de Monsieur le doyen Fabrice Gartner, vous accueille par une phrase devenue culte qui vous donne instantanément la chair de poule. Cette phrase, quelle est-elle ? Je vais vous la livrer. Regardez devant, regardez derrière, regardez à droite, regardez à gauche, il n'en restera qu'un. Le ton est donné. En plus d'être complètement obnubilés par leur matière, les juristes sont aussi adeptes du tri sélectif. Certes, je ne comptais pas rester plus d'1 an au bon milieu de ce que je pensais alors être un asile de fous, mais il fallait bien que je valide mes crédits ECTS. C'est alors que je me suis dit, Mélodie, si tu veux survivre, il va falloir passer à l'action. J'ai donc dégagé 3 stratégies. La première, l'intégration. Surtout, ne pas éveiller les soupçons et se fondre dans la masse en adoptant les codes requis. La deuxième est baptisée stratégie des coins. Plus ancestrale, elle m'a été enseignée par ma sœur. Elle consiste à s'asseoir à des positions stratégiques dans l'amphi. Il faut impérativement occuper un des 4 sièges situés aux extrémités de l'amphi. Ainsi, vous défiez les statistiques. Et oui, le doyen vous a averti qu'il ne resterait qu'un étudiant sur 5. Eh bien, en vous plaçant à ces places, vous éliminerez automatiquement 2 concurrents. La dernière est nommée stratégie du décodage. Plus ancestrale encore, je la tire de mes parents. Soyez attentifs aux mots accentués par les professeurs lors des cours, mais surtout, focalisez-vous sur les potentiels messages cachés qui pourraient vous donner des informations sur les examens. Les examens d'ailleurs, parlons-en. Peu de personnes le savent, mais en plus d'être la pire des tortures mentales, je fais encore des cauchemars de mon grand oral de 3e année, c'est aussi à cet instant que le virus du droit commence à prendre possession de votre organisme. À force de réviser, vous commencez à vous prendre au jeu, mais surtout à développer une sorte de folie. Même vos parents commencent à douter de votre santé mentale. Vous ne supportez plus aucun bruit. Les chaussures qui claquent sur le sol et le moindre bruit de respiration vous donnent clairement des envies de meurtre. Certains signes ne trompent pas. La culture binaire commence même à façonner votre cerveau, à la fois tiraillé entre l'envie de passer vos examens et tout abandonner pour vous consacrer à votre nouveau projet d'élevage de chèvres dans le Vercors. Vous ne vous rendez pas compte que le droit a pris le contrôle de votre esprit. Mais ne vous inquiétez pas, des solutions existent pour atténuer ce douloureux passage des examens et ne pas ressentir trop de symptômes. D'ailleurs, pour ceux qui s'y prennent à la dernière minute, je vous conseille la stratégie des centimètres. Mesurez votre pile de feuilles à réviser, ou plutôt à viser, et divisez le tout par le nombre de jours de révision qu'il vous reste. Vous obtenez ainsi un programme totalement équilibré. Bref, comme je le disais, le virus est maintenant en vous et se développe insidieusement les années suivantes. Sans savoir pourquoi, vous optez pour une inscription en 2e année, puis en 3e année. Vous prenez même plaisir à faire tout ce que vous haissiez au plus profond de votre âme auparavant. Vous éprouvez, non sans honte, une certaine satisfaction à choisir vos surligneurs pour mettre en valeur les plus beaux passages de jurisprudence. Vous collez des post-it sans retenue et vous vous mettez même à consulter les revues juridiques en ligne. C'est pour dire. Mais vous n'êtes pas encore arrivé au bout de vos peines. En effet, ces 3 années ne représentent que la période d'incubation. C'est au moment de l'arrivée à Nancy, pour poursuivre votre cursus, que les choses se gâtent. À cet instant, s'effectue le phénomène de prise de conscience. Vous côtoyez maintenant la grande ville. Perdu au beau milieu de toutes ces rues, une seule chose attire votre attention. L'inscription JC Déco sur les abribus. Elle vous saute aux yeux, vous appelle de manière irrésistible. Vous ne pouvez pas lutter. Vous sortez votre téléphone pour envoyer immédiatement un message photo à vos amis juristes en leur disant « Ça y est, je l'ai vu ». Ce fameux panneau JC Déco qui nous attend saoulés en droit administratif, il est partout. Le moindre détail vous ramène à votre formation. Vous devenez pointilleux sur l'utilisation des mots. Ne supportez plus que quelqu'un ose parler de présumé coupable,
puisque c'est présumé innocent. C'est la présomption d'innocence qu'il faut dire, c'est compris? Les fautes d'orthographe vous font saigner des yeux. Les abus de langage vous font saigner les tympans et vous ne comprenez même plus ce qui s'exprime autrement qu'en 2 temps. C'est horrible. Le virus a pris possession de votre corps. Vous manquez de tomber en dépression lorsque tout à coup tout s'éclaire. Cette préparation intensive spinalienne va vous servir à affronter la jungle juridique nancéenne. Étudiants vosgiens, vous êtes stigmatisés, régulièrement qualifiés de consanguins par vos pairs. C'est l'avant-dernière phrase de la contamination. Cela réveille en vous la rage. Rira bien qui rira le dernier. On va vous montrer de quoi les étudiants spinaliens sont capables. Évidemment, il va sans dire que le haut du tableau est systématiquement occupé par nos soldats. Le cadre humain de la structure d'Épinal a permis une certaine proximité entre les étudiants et les professeurs. À Épinal, on apprend plus vite, mais surtout, on apprend mieux. On est encadré par une équipe pédagogique de qualité, toujours soucieuse du bien-être de ses étudiants. D'ailleurs, pour m'inspirer de notre invité d'honneur Ségolène Royal et lui rendre hommage à travers une expression que j'aime beaucoup, je me permettrai de dire une chose. Qui n'est pas venu à la fac de droit d'Épinal n'est pas brave. Qui est venu à la fac de droit d'Épinal conquiert la bravitude. Les étudiants nancéens finissent d'ailleurs par reconnaître nos qualités, aussi bien intellectuelles que constitutionnelles. En effet, il faut dire que leur respect est surtout gagné lors des soirées. Élevés à l'eau de vie depuis notre plus tendre enfance, nos capacités d'absorption sont nettement supérieures aux autres. Alors, Nancy, maintenant, c'est qui les patrons ? Une fois la satisfaction engendrée par la victoire accomplie, la dernière phase de la contamination se dessine. Après avoir travaillé comme un acharné pour faire vos preuves, vous découvrez peu à peu le domaine de la recherche. Ce fut pour moi la révélation. La contamination était totale. Mais oui, bien sûr, le droit est fantastique. J'ai enfin compris que le droit n'était pas qu'un entassement de règles obscures qu'il faut apprendre par cœur. Le droit est un outil qui permet de s'intéresser à presque toutes les disciplines. Le droit est en tout, partout. Si vous ne savez pas quoi faire, faites du droit. Croyez-en mon expérience, d'une aversion viscérale, je suis passée à un état d'amour inconditionnel pour le droit. Pour vous dire, je suis même allée jusqu'à m'inscrire en doctorat. Finalement, le droit n'est pas un virus si nocif. Il ne vous rend pas malade, il vous réveille. Il vous fait acquérir des capacités qu'aucune autre discipline ne peut vous offrir. Les études de droit sont un véritable voyage, avec des turbulences certes, mais dont la destination est magique. Comme tout voyage, pour qu'il soit extraordinaire, c'est le chemin qui compte. J'en profite pour vous dire que ce chemin était parsemé de belles rencontres et de soutien incommensurables. C'est pourquoi aujourd'hui, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique de la faculté de droit d'Épinal, avec une mention toute particulière pour Geneviève Tillement. En réalité, ce sont ces enseignements qui m'ont poussé à continuer mon parcours et qui m'ont donné l'envie de persévérer. Elle fait partie de ces personnes qui, sans le savoir, contribuent à la réalisation de votre épanouissement professionnel. Du fond du cœur, merci. Merci aussi à ma famille de m'avoir portée dans les moments de doute, d'avoir supporté mes crises de nerfs et surtout ma dictature au moment des examens. C'est aussi grâce à vous que j'en suis là. Pour conclure, je voudrais faire un clin d'œil à Bruno Pi, qui est absent ce soir, mais qui dirige ma thèse aux côtés de Geneviève Tillement, et reprendre une citation de Paul Éluard qu'il m'a enseignée. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Et oui, au départ, j'étais déçue de prendre un an ferme de droit, mais je n'ai jamais été aussi heureuse d'espérer y être condamnée à perpétuité. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.
Nous allons maintenant enchaîner les remises de prix aux étudiants, en commençant par le prix Marie-Arnès de l'Association des maires des Vosges, qui est remis au meilleur étudiant de Master 2, droit des contrats publics en formation continue, et qui va être remis par Anne Ferretti, directrice de l'Association des maires des Vosges, que j'invite à venir nous rejoindre, à messieurs Salakiakou et Moubenga. Par ici, Anne. Nous appelons maintenant Monsieur le sénateur Jackie Pierre et Monsieur et Madame Mangin pour la remise du prix Aurélien Mangin, du don d'un de nos étudiants qui nous a quittés il y a 10 ans maintenant et dont nous avons fait le héros de première année. Et nous allons remettre ce prix à Madame Noémie Chassard. J'appelle maintenant Maître Coinchelin, représentant le bâtonnier du barreau d'Épinal, qui va remettre le prix du barreau d'Épinal au meilleur étudiant de licence 2, à Lou Schiltz. Pour remettre le prix du meilleur étudiant de L3 parcours droit public, nous avons ici le représentant de Madame la Présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, Monsieur le Premier vice-président de la Cour, Éric Colbert. Je vais appeler aussi Daniel Giltard, d'ailleurs, qui est un des amis de la faculté. Allez, venez aussi, Daniel Giltard, conseiller d'État honoraire, ancien président de la Cour administrative. Et Monsieur Vincent Didelot va recevoir le prix. Pour remettre le prix du meilleur étudiant de L3, mais cette fois-ci en parcours droit privé et sciences criminelles, deux remettants, M. Patrice Gilles, représentant le président de la Chambre départementale des huissiers de justice, Pierre-Yves Picot, et M. Romuald Verity, que tout le monde connaît déjà et qui est un des grands fidèles de notre manifestation. Et c'est Morgane Richard qui va recevoir le prix.
pour le prix de la Chambre, cette fois-ci des notaires, un pré-chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Nancy pour le licence 3 parcours entreprise. J'appelle une de nos anciennes étudiantes, Madame Peggy Montesinos, qui représente la présidente de la Chambre, pour remettre son prix à Quentin Colombier. Le meilleur étudiant de licence, tout parcours confondu, va être récompensé par le prix Philippe Séguin, prix de la ville d'Épinal. M. Patrick Nardin revient sur scène avec le prix et c'est à nouveau forcément l'une des 3 lauréates qui viennent de passer juste avant, puisque c'était des lauréats de l'un des 3 parcours. C'est Morgane Richard qui à nouveau vient recevoir son prix. Il reste à remettre un prix de M2 et 2 prix de matière, le prix du conseil départemental qui va être remis aux meilleurs étudiants de Master 2 droit des contrats publics. Nous avions commencé tout à l'heure par la formation continue parce qu'Anne Ferriti devait se libérer. Nous continuons avec la formation initiale. Et il est en avance, Benoît Jourdain savait que c'était lui et il vient remettre le prix au nom de François Vanson à Pauline Ham. Elle est où? Ah, c'est pas chez elle est là. Il n'est pas là. Bon, ben non, je vais prendre le prix. Oui, je vais prendre le prix, monsieur. Bah alors, il avait dit qu'il venait pourtant. Hein. Bon, on peut retirer un diplôme quand on ne vient pas le chercher. Non, ça, non, c'est pas bien. Hein. Nous allons remettre le prix de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges à l'étudiant qui a eu la meilleure note en économie, et c'est M. Raymond Thomas, qui représente le président Gérard Claudel, qui est trésorier de la Chambre de commerce, ancien président du tribunal de commerce d'ailleurs. Alors, je vais l'appeler à venir me remettre le prix, puisque là, pour le coup, Solène Janet n'est pas présente aujourd'hui, mais M. Thomas va quand même venir sous les applaudissements de la salle. Et je le remercie de la participation de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges, que je tenais à souligner. Merci beaucoup. C'est le prix d'histoire du droit au meilleur étudiant d'histoire du droit. Tiens, il va revenir pour la 3e fois sur la scène, qui est remis par Madeleine Barbier en tant que représentante du directeur du Centre Lorrain d'histoire du droit. C'est encore Quentin Colombier qui est déjà arrivé. Nous décernons également ici un prix au meilleur étudiant en anglais, car les langues étrangères sont importantes aussi dans nos cursus. Oh non, encore? Bon, bah vous avez deviné que c'est M. Quentin Colombier, alors on va juste changer ceux qui remettent le prix. J'appelle pour remettre le prix Johan Lobacher, Gilles Malpertune, nos 2 professeurs d'anglais, ainsi que, si elle est là, Karine Martin est avec nous. Bonsoir. Ah, vous n'avez pas mis votre kilt cette année, tiens, c'est... Karine Martin n'a pas l'air d'être là, donc Gilles et Johan, par ici. Oh, M. Colombier.
pense qu'on devrait le retrouver comme titulaire du prix du meilleur étudiant ayant fait ses études à Épinal. Dans 2 ans, il aura le prix du prêt, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Bon, je crois qu'on va passer à la suite du programme. Voilà. Je ne me déplace pas. Je prononce, avant d'inviter tout à l'heure Mme Ségolène Royal à clôturer la cérémonie, il me revient de tenir évidemment, comme d'habitude à cette époque, des propos extrêmement graves et sérieux. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais faire un mea culpa. Oui, je le reconnais, je fus lors d'une de nos cérémonies bien trop sévère. C'était il y a quelques années, c'était lors de la cérémonie de 2005, où j'avais évoqué un vocabulaire étrange que le ministère de l'Éducation nationale employait parfois dans certaines de ses notes de service. J'avais critiqué un vocabulaire qui semblait complexe, alors qu'il définissait des situations pourtant simples. J'imagine, Madame la Ministre, votre sourire, ou peut-être votre rire, lorsqu'on vous présentait des projets de documents de ce genre, dans lesquels on avait par exemple remplacé le ballon, qui normalement devrait apparaître, mais là, alors là, c'est pile au moment de mon discours, il y aurait un problème technique. Et alors, mon discours sans le PowerPoint, alors ça va être difficile. Hein. Non, ça n'a pas d'intérêt, c'est moi. Voilà. Donc, je reprends, c'est important qu'il y ait les mots. Où on avait par exemple remplacé le ballon par le référentiel bondissant. Vous vous souvenez sans doute de cette expression. De même, lorsque pour dire quelque chose comme « Nicolas s'ennuie en classe et regarde par la fenêtre », le ministère avait eu l'idée surprenante de s'exprimer ainsi. Fâché de ne pouvoir s'exprimer ses potentialités de manière interne, Nicolas s'investit dans l'espace extérieur. C'était une époque que j'avais fustigée, où l'on ne parlait pas d'écriture, mais de motricité rapprochée, et où le stylo ne s'appelait pas stylo, mais devenait l'instrument scripteur. Mon discours était imprégné d'une grande dureté et n'a eu, 13 ans après, comme beaucoup d'ailleurs de mes discours, strictement aucun impact. Ce que je croyais être une pensée puissante n'a rien changé du tout, puisque en 2015, on a encore défini la piscine comme un espace aquatique standardisé profond. Ce n'est pas mon absence totale d'influence qui me chagrine, car tout enseignant a souvent la sensation de prêcher dans le désert. Et vous nous l'avez rappelé, madame, le désert avance. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Non, ma question est, fallait-il vraiment regretter, comme je l'ai fait à l'époque, l'emploi de ces formules complexes? Et là, je dis non. Bon. Mea culpa. Enfin, disons qu'on peut en douter, alors je dirais mea minima culpa. Au-delà du charme de ces phrases qu'on ne comprend pas à la première lecture, ces formules technocratiques avaient cependant quelques mérites. Elles emploient un vocabulaire varié et, quoique longue, elles comportent une structure grammaticale élaborée. Finalement, même si elles ne sont pas très pédagogiques, ces phrases alambiquées expriment une pensée en langue française. Et c'était sans doute mieux que l'excès inverse dans lequel on a sombré ensuite. Oui, mesdames et messieurs, les adeptes du pédagole ont été débordés par de nouveaux démagogues, les tenants de la simplification du français. Et vous avez dû sourire à nouveau, madame. Cette fois, vous vous efforciez de protéger la planète depuis le ministère de l'Environnement, de voir passer les mêmes projets de documents à destination du ministère de l'Éducation. Mais je ne commettrai pas la même erreur 2 fois. Je ne critiquerai pas violemment cette réforme de simplification, parce que même si l'Académie française, qui avait soutenu la réforme de 1990, a fortement désapprouvé la proposition de 2016, je ne hurlerai pas. Le nénuphar proposé, ou l'oignon dans cette réforme, quelques corrections quant à l'usage de l'accent circonflexe, des trémas, quelques anomalies rédactionnelles, ne sont qu'une plaisanterie au regard de la réforme de l'orthographe et du français qu'ont déjà mis en place nos étudiants. Madame Pelletier-Henry a parlé tout à l'heure de ces fautes de français d'orthographe qui font saigner les yeux. Je vais en reparler.
J'imagine déjà quelques collègues se diraient « Ça recommence, le voilà qui revient avec son français et sa marotte. Oui, mesdames et messieurs, je fais à l'occasion de ce mea culpa œuvre de radotage parce que la pédagogie est l'art de la répétition et parce qu'il y a peut-être urgence à défendre le français qui semble aussi menacé que la banquise. À une différence près, la mort du français, contrairement à la fonte des glaces, ne fait pas monter le niveau. » Nous avons tous ici saisi l'urgence en développant fortement ce qu'on appelle le projet Voltaire, qui est à la langue ce que la justice climatique est à la planète, un système d'entraînement à la pratique du langage par les pauvres sans prendre aux riches, entraînement à la pratique correcte du français sur Internet. C'était une option proposée en L3 et sous la volonté de l'ensemble des collègues, c'est devenu une matière obligatoire. Dès la première année, nos étudiants devront passer sur Internet du temps à s'entraîner, à trouver des fautes dans des textes et à les corriger. Parce que pour nous, Voltaire, c'est salutaire. Oh, je ne doute pas que nos étudiants auront saisi la rime. Ils connaissent le son de la rime, car ils en entendent beaucoup dans leur casque, en écoutant leur musique. Ils entendent par exemple l'hommage rendu à Saint-Exupéry aujourd'hui par un autre auteur, Calogero, qui ne craint pas, lui, de faire étrangement rimer dans une même phrase solidaire et solitaire. Comment peut-on être solidaire quand on est solidaire? Je m'interroge encore. Mais, si nos étudiants sont sensibles au son, je ne garantis pas que nos jeunes bacheliers, car je rappelle que nous parlons de titulaires du baccalauréat, aient nécessairement saisi que la rime Voltaire salutaire est une rime riche. C'est que pour mesurer la richesse d'une rime, il faut encore écrire correctement. Or, il se trouve que lorsqu'on passe du son à l'écrit, c'est-à-dire chez nous du casque à la copie, les choses se compliquent. Salutaire devient alors facilement salutaire et rime alors avec adultère. Les conséquences financières qui s'attachent aux décisions judiciaires et à la détention en administration pénitentiaire, ça a été trouvé dans des copies, je n'invente rien. Le tout, évidemment, suite à la réforme Badinter. Et j'en passe. La forme des mots est variable, fluctuante, sans véritable guide. Il est vrai qu'à force de mépriser le latin, on a tué l'étymologie et que nos étudiants trouvent ainsi des principes exorbitants, alors qu'ils sortent simplement d'une orbite qui ne prend pas de H. S'ils savaient faire le lien avec la chaleur et sa racine grecque thermos, ils n'écriraient plus que l'enfant vient à terme. Même s'il s'agit d'un bébé nageur. C'est encore plus compliqué lorsque le juge ordonne un test ADN. Devons-nous mesurer l'influence de l'anglais lorsque l'étudiant indique que le juge a dû résoudre un dilemme? Comment en irait-il autrement dans un monde où l'écrit se meurt? Dans un monde où la communication, enfin ce qu'on peut appeler ça ainsi, consiste souvent en un échange de ces chefs-d'œuvre littéraires que sont les SMS, fondés sur le principe d'efficacité qui n'est que l'autre face de moindre effort, et qui donne lieu à des dizaines d'études pseudo-scientifiques, elles-mêmes rédigées dans un français souvent approximatif. Et l'on ne peut guère compter sur une amélioration lorsqu'on apprend avec effarement le succès des livres audio qui éloigne l'auditeur du texte, de l'orthographe, de la grammaire et de la maîtrise de la langue. Comment savoir, en se contentant d'écouter, si le roi apparaît dans un halo de lumière? T'as pas de shampoing, quoi. Ah, je vois qu'on regarde des émissions à la télé, hein. Dans un halo de lumière, si la vie politique favorise l'ego des dirigeants. Il est vrai qu'en écoutant un roman, on peut faire autre chose, comme si lire était une activité secondaire. Quel rêve quand même, écouter un grand auteur et en même temps envoyer des SMS. Tu fais quoi? J'écoute du Voltaire, MDR. Voltaire est salutaire car il permettait hier et va forcer demain les étudiants à reprendre un contact étroit, suivi et intense avec le mot, ses lettres et leurs combinaisons. L'étudiant lit à nouveau et il ne peut pas lire d'un œil distrait puisqu'il doit identifier les fautes. C'est terrible, mais on en est là. Mais au-delà du mot,
et de son charme visuel, il y a aussi la grammaire. Et ici, ça se complique encore. Bon, passons sur le pluriel, souvent très singulier. Mais n'a-t-on pas lu dans un communiqué de syndicats étudiants dénonçant au niveau national le nouveau système Parcoursup, par cette dénonciation révélatrice de nombre de filières qui vont devenir sélectives, citées dans le texte, communiqué national. Passons sur le pluriel lorsqu'il est conjugué par les étudiants. Les députés ne sont pas là, les sièges sont vides. D'ailleurs, on conjugue tout. Les sénateurs discutaient la loi, cher Jackie-Pierre, et l'ont adoptée. Si d'ailleurs le participe passé avait été employé, il n'aurait évidemment pas été accordé au féminin, car le participe passé devient infinitif, tout est dit puisque le peuple a voté. À quoi bon du reste accordé, puisque chez nous comme ailleurs, la loi du genre a sévi, et puisque masculin et féminin ne se distinguent plus. Ainsi, les agents publics ou ceux de la fonction publique servent le service public. On est tout de même en République. Que diable! Mais le plus grave est qu'à force de ne rien maîtriser de la grammaire et de l'orthographe, on finit par perdre le sens. Quand on n'a pas les briques, on ne peut pas construire un mur. Ainsi, quand on ne sait pas si le raisonnement du juge est liminaire ou lumineux, eh bien on synthétise et on dit qu'il est luminaire. D'ailleurs, on se réjouira que ce même juge ait fini par découvrir le poteau rose. On peut se réjouir aussi pour ce condamné du Moyen-Âge, censé subir la peine de flagellation, mais dont la peine est commuée par l'étudiant avec une faute. Et il est vrai que l'évocation dans la même matière par notre collègue historien du droit du lit de justice l'avait sans doute enduit avec de l'erreur. Mais l'étudiant qui nous explique que sous la Troisième République, le président est renouvelé par tiers tous les 3 ans, comprend-il encore vraiment ce qu'il écrit ? Ou encore celui-ci, en l'espèce, Bernard veut mettre fin à son mariage, mais sa femme n'est pas morte, le décès n'est donc pas envisageable. Ou, la faute lourde est une faute grave que l'on apprécie en fonction de la gravité de la faute. Ou encore, dans le fameux tract contre Parcoursup, l'auteur du même communiqué veut-il donner un sens à son texte lorsqu'il expose les qualités attendues des étudiants qui seraient des qualités qui seraient à leur portée. Celui qui évoque, et je fais un clin d'œil à Amélie car je crois que c'est elle qui a trouvé cette perle, les degrés de Trump, a-t-il compris qu'il parlait des décrets du président des États-Unis ? L'étudiant bachelier se disant victime de discrimination parce que le chargé de TD a demandé de ne pas écrire le numéro des Républiques en chiffres arabes mais en chiffres romains, a-t-il encore une culture ? Que dire enfin du mélange entre noms propres mal écrits et raccourcis historiques ? Ainsi, De Gaulle a été Premier ministre de Pétain. Ah oui. Et quel trésor de patience il a fallu à un enseignant pour comprendre ceci. Avant qu'il ne prononce à haute voix le pape Innocent III. Bien évidemment, il s'agit là d'un florilège, mais tout de même, à l'heure où la faculté fait avec vous ses étudiants qui ont réussi à obtenir au moins le premier diplôme universitaire, à savoir la licence, y a-t-il encore un sens dans le fait qu'un peu partout en France, d'autres étudiants s'efforcent d'empêcher leurs collègues de passer les examens au nom de la lutte pour la réussite ? Notons qu'il n'est pas faux de prétendre qu'on peut éviter l'échec en supprimant les examens. Ça. Mais peut-on être encore contre les cursus au rabais et réclamer en même temps 10 sur 20 sans avoir passé les épreuves ? Peut-on casser les ordinateurs en revendiquant l'amélioration de l'enseignement des nouvelles technologies ? Ou causer des millions d'euros de dégâts en dénonçant l'insuffisance des moyens de l'université ? Enfin, tout cela n'a pas de sens parce que les mots n'en ont plus. On ne parle plus qu'à court terme, dans l'instant, sans raisonnement, et parce qu'on ne sait pas raisonner. Et quand on ne sait plus raisonner, on a des réactions à l'emporte-pièce. Le réchauffement climatique, comme dit la pub, il y a la clim. Voltaire retourne aux sources, revient aux fondamentaux, remet les pendules à l'heure. Voltaire renoue avec la dictée, l'orthographe, la grammaire oubliée du lycée, dont les programmes, malheureusement,
se sont transformés parfois en un musée de la littérature, un très beau musée, très riche, mais dont les visiteurs auraient depuis longtemps perdu le guide. Nous ne pouvons pas éviter les dégâts, car l'enseignement supérieur n'a pas le moyen de soigner le mauvais traitement du français dans le secondaire, un mauvais traitement qui est dû à la considération tout à fait insuffisante accordée à nos collègues des écoles, des collèges, des lycées, qui font de leur mieux héroïquement pour protéger la langue. Mais nous pouvons tenter de donner les moyens de repérer les carences et l'envie de les corriger. J'ai entendu il y a quelques jours un étudiant de l'école des mines, candidat dans un concours d'éloquence, au jury duquel on m'avait convié, dire cette chose incroyable: il faut réintroduire la rhétorique dans les enseignements. Bon, avant cela, il faudrait sauver le français. Et dès le plus jeune âge, il y a urgence, et tout comme il faut une justice climatique, il est temps d'introduire la justice linguistique, celle qui consistera à donner à nos collègues enseignants de français le temps et les moyens de l'enseigner, l'autorité pour le contrôler et le sanctionner. Nous croyons ici, dans la Maison des Humanités, qu'il n'est jamais trop tard, que le français est une langue magnifique, qu'elle doit être réapprise, qu'elle est notre patrimoine commun, que nous devons nous la réapproprier, et que si elle est complexe, c'est parce qu'elle est subtile, qu'ici nous n'aimons pas l'épice froid qui voudrait la simplifier. Vous menez, madame, un combat difficile, contre bien des ignorances, bien des préjugés, bien des intérêts, et vous tentez d'opposer la force d'une idée bien exprimée à l'inertie des certitudes bien ancrées. Vos mots ont besoin d'un sens et nous tentons ici d'apprendre aux étudiants à utiliser le bon mot pour exprimer précisément une idée, ce qu'a fort justement rappelé notre lauréate tout à l'heure. Et puis quoi, mesdames, messieurs, le français tout de même, c'est aussi la langue des calembours, n'en déplaise à Victor Hugo. Des calembours auxquels il serait criminel de renoncer et auxquels je ne résiste pas à utiliser en conclusion. Merci, madame, d'être venue nous dire que, comme Amélie, vous avez l'intérêt général chevrier au corps. Poursuivez votre démarche, préservez l'Arctique et l'Antarctique et gardez l'épaule large. Et continuez la lutte avec cette énergie, car s'agissant de combat politique, Ségo l'aime royal. Car au-delà, il reste tout de même l'essentiel, la beauté du monde que vous essayez de préserver, la beauté de la langue à laquelle nous sommes attachés et qui mérite infiniment les paroles d'Yves Dutheil. En écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Je vous remercie. La conclusion revient maintenant à notre invité du jour, qui va clore notre cérémonie. Je la remercie encore beaucoup d'être venue parmi nous. Elle prend le temps qui lui convient et dit ce qu'elle a envie de vous dire sans que le programme nous ait été annoncé. Merci beaucoup. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les membres éminents de l'université, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les élèves, également leurs familles, vous venez d'assister à des discours d'éminentes personnalités extrêmement brillants, donc je ne chercherai pas à jouer sur le même terrain. Je vous dirai des choses très simples et qui sont les suivantes. La première, c'est que monsieur le doyen m'avait fait un grand honneur en m'invitant à présider cette cérémonie du tableau d'honneur. Cette cérémonie du tableau d'honneur qui n'existait pas lorsque j'étais à la faculté de Nancy. Et je trouve que ces rites de passage sont tout à fait bienvenus. Ce sont des rites dont la société a besoin, et en voyant la joie des étudiants qui recevaient ces diplômes, je crois que vous avez fait là une œuvre très utile, une philosophique, juridique peut-être, très utile. Et ces élèves qui ont pris avec beaucoup de sérieux la remise de ces diplômes, beaucoup d'élégance aussi, chez les filles comme chez les garçons, c'est très important. Je crois que c'est aussi une façon de vous marquer, à vous, enseignants, encadrants, tuteurs,
leur reconnaissance. Cette reconnaissance aussi qui va, j'en suis sûre, à leurs parents, à leur famille. Beaucoup, sans doute, de parents ont fait de grands sacrifices pour permettre à leurs enfants d'accéder à l'enseignement supérieur. Et cette faculté de proximité est un élément majeur de la démocratisation d'accès à l'enseignement supérieur. Lorsque j'étais à la faculté de Nancy, cette université d'Épinal n'existait pas. Et c'est vrai que sur 8 enfants, je suis la seule à avoir pu entamer des études supérieures à l'université. Donc je sais ce que cela veut dire que de venir d'un milieu rural, puisque j'ai eu passé mon an, même si je suis née à Dakar, au Sénégal, que je suis un peu citoyenne du monde, au gré des affectations et de la vie familiale, j'ai passé mon enfance à Chamagne, comme cela a été dit, puis mon collège à Charmes, puis le lycée de Notre-Dame d'Épinal, où j'ai fait un petit tour tout à l'heure. Et ensuite, j'ai eu la chance de décrocher une bourse et de faire les 2 premières années de la faculté de sciences économiques de Nancy. Et là, il y avait le CUEP à l'époque, qui était pour moi une porte d'entrée vers la continuation de ces études, puisque j'ai été reçue au CUEP, nous étions ensemble avec Étienne Créqui. Et j'ai découvert pour la première fois la capitale de mon pays. Je n'étais jamais allée à Paris avant d'être reçue au CUEP. Et je suis rentrée à Sciences Po. J'ai obtenu une bourse de service public. À Sciences Po, je découvre ce que c'est que l'École nationale d'administration. Je ne savais même pas ce que c'était une classe préparatoire lorsque j'ai passé le baccalauréat. Et j'ai été reçue. Et ensuite, vous connaissez le cheminement de ma vie. Et donc, si je voulais peut-être transmettre un message aux étudiants méritants d'aujourd'hui et certainement très brillants, qui ont une belle carrière devant eux et de beaux métiers devant eux, c'est peut-être cette phrase de Nelson Mandela qui disait ceci. C'est une phrase que j'ai beaucoup répétée pendant la conférence de Paris sur le climat. À un moment, on se demandait si nous arrivions à conclure, à faire cet accord, à rassembler l'ensemble des pays du monde, quel que soit leur niveau de développement, leur état, leur religion, les conflits dans lesquels ils étaient mêlés, parfois les uns contre les autres. Et on se demandait si on allait pouvoir arracher cet accord de Paris, ensuite le faire ratifier, en faire rentrer ensuite les pays dans des actions concrètes. Et souvent, je rappelais cette phrase de Nelson Mandela que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. C'était ceci qu'il disait à ses frères d'armes pour conquérir donc leur dignité et leur liberté. Il disait ceci: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Eh bien vous, jeunes étudiants qui avez été aujourd'hui récompensés, ne vous faites jamais arrêter en vous disant que quelque chose est impossible, parce que vous ne savez pas que c'est impossible, alors vous le ferez. Merci beaucoup. Un grand merci pour ces propos de conclusion et pour la conférence que vous avez offerte tout à l'heure à nos étudiants. Maintenant, nous allons vous inviter, mesdames et messieurs, à vous extraire de la salle et à glisser vers un endroit dont vous rêvez depuis un certain temps, j'imagine, afin de partager le verre de l'amitié ensemble. Je précise que Mme Ségolène Royal a accepté tout à l'heure, si des étudiants qui ont le livre de leur dédicacer, le fera dans la salle d'à côté. Et elle avait autorisé, je le dis, des selfies, si jamais les étudiants en avaient le désir. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, un grand merci à tous de votre présence et bonne fin de soirée. Une petite seconde. Nous remettons un bouquet de fleurs de la part des étudiants de l'association Alinéa, qui voulait remercier Madame Royal de leur avoir fait le petit cadeau du livre. Je vais appeler les 2 étudiants quand même, que vous ayez la piste des étudiants de l'association Alinéa. Et merci Amélie de m'avoir rattrapé in extremis. Voilà. Cette fois-ci, nous pouvons passer à côté.